Aujourd'hui, 25 décembre, le monde chrétien fête Noël qui marque la naissance de Jésus. Déjà hier soir, ici à Bamako, les chrétiens se sont rassemblés à l'école de la cathédrale pour une veillée. Une occasion pour l'archevêque Jean Zerbo d'inviter les fidèles à être artisans de la paix. Dans ce journal, nous faisons un zoom sur le début du christianisme au pays Bobo. C'était le 9 octobre 1922 avec l'arrivée des premiers missionnaires blancs à Mandiakui. Le retour dans l'histoire de la christianisation dans le Boitou dans fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 25 décembre, joyeux Noël à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons tout de suite avec la suite des présentations de vœux au président de la République. Hier mardi, c'était au tour de la grande famille de la communication d'adresser ses vœux à Ibrahim Boubacar Keïta. Une occasion pour les hommes de médias d'exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il s'agit notamment du manque de formation, du manque de financement et des conditions précaires de travail. Ibrahim Traoré. Le président de la République, ses vœux de nouvel an et ses préoccupations de l'heure. C'est d'abord le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État qui est monté au créneau pour dire au chef de l'État que l'ORTM et la MAP traversent des moments difficiles. Abdoulaye Sidibé estime qu'il est urgent d'appuyer cette structure publique qui travaille depuis plusieurs mois dans des conditions quasiment précaires. L'ORTM est aujourd'hui en Afrique une des rares télévisions qui ne bénéficie pas de redevance. Le budget national fait ce qu'il peut, mais cela est largement insuffisant par rapport aux besoins. Savez-vous, par exemple, Monsieur le Président, que l'ORTM effectue en moins 30 reportages par jour, que pour la couverture des élections présidentielles, l'ORTM a dû louer 8 caméras plus le personnel à des structures de la place. Elle a loué 15 véhicules pour les présidentielles et 10 pour les législatives. C'est une situation qui nous interpelle. Notre ORTM se meurt, Monsieur le Président de la République. Je ne dirais pas que c'est dans une indifférence générale, mais peu savent dans quelle situation elle se trouve réellement aujourd'hui. Monsieur le Président, venez à son secours avant qu'il n'y ait rupture. Il en va de même pour l'AMAP. L'AMAP se voit contrainte depuis le début de l'année 2013 de louer les services de 2 à 3 imprimeries privées à la fois. Une solution peu sécurisante et onéreuse. Monsieur le Président de la République, nous sollicitons de votre part un engagement fort pour le financement des médias publics. Autre défi au niveau de l'audiovisuel public, la transition vers le tout numérique annoncée pour juin 2015. Abdoulaye Sidibé estime que le Mali traîne encore et le coût de l'opération s'élève à des dizaines de milliards. Le gouvernement doit agir vite pour être au rendez-vous. Quant au président par intérim du Conseil supérieur de la communication, 2013 aura été, dit-il, dur pour la presse malienne, mais elle a su en toute responsabilité couvrir des élections d'un pays qui sort d'une grave crise. Kouma Doumbia a par ailleurs salué la haute autorité de la communication qui va naître. Nous la souhaitons indépendante, totalement indépendante de tout pouvoir politique et administratif, disposant de moyens conséquents et animée par des hommes et des femmes choisis selon la compétence et la probité morale. Le Mali reste le seul pays en Afrique où existent des organes de régulation de la communication ne disposant ni l'un ni l'autre de moyens conséquents pour appliquer les mesures d'éthique et de déontologie. La presse malienne se porte mal et est très maltraitée, dixit à son tour le président de la maison de la presse. Makankone indique que la situation est dénoncée depuis plusieurs années, mais hélas. Elle se porte mal car évoluant dans un environnement des plus inappropriés pour son épanouissement avec des textes de notre époque pendant que de nouvelles dispositions plus actuelles, mieux adaptées et laborieusement élaborées existent et qui n'attendent que leur mise en application. Elle est très maltraitée car l'aide publique à la presse, qui nous est tellement précieuse, reste depuis son instauration une aumône à valeur variable.
et dont le montant peut subir des réductions de 70% sans préavis. Monsieur le Président, nous voulons dignement vivre de notre métier. Et nous pensons qu'en y arrivant, nous pouvons mieux aider à restaurer l'autorité de l'État, à promouvoir une justice saine, bref, à combattre tous les maux qui minent notre société. Très maltraité, Monsieur le Président, car jusqu'ici, rien n'a été fait pour améliorer, renforcer la liberté de la presse et la protection des hommes de presse, qui font encore l'objet d'atteintes graves, de violences physiques et morales, d'arrestations et de détentions arbitraires, de contraintes au silence par la peur, des menaces de mort et hélas, la mort tout simplement. Quelle image! Le Mali fait face à d'énormes challenges et le rôle des médias reste déterminant. Le président de la République rassure que les efforts seront consentis pour redorer l'image de l'ensemble de la presse malienne. Mais attention, pour Ibrahim Boubacar Keïta, les médiocres ne doivent plus avoir leur place dans les rédactions. N'importe qui ne peut pas être journaliste. Non! Nous avons tous intérêt à avoir une presse de qualité. On ne peut pas vouloir l'excellence pour son pays et se satisfaire d'une presse médiocre. Non. Ça ne va pas quelque part. Votre profession est l'une des plus belles. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Et ce n'est pas entre n'importe quelle main qu'une plume doit tomber. À vous de réagir, de vous ressaisir. Je veux bien aider la presse, mais pas n'importe quoi. Ça, non. 1000 fois non. Une presse démocratique ne sera jamais une presse vote de qui, de quoi, mais qui fasse avancer. Pas des feuilles de choses sensationnelles, qui appellent à l'intelligence, à l'esprit, et qui dit ce qui est. Et le Mali a besoin aujourd'hui qu'on le dise tel qu'il est. Au cours de la cérémonie, 1 minute de silence a été observée à la mémoire de Mamadou Kaba, à qui le chef de l'État a rendu un vibrant hommage. Voilà, et vous pourrez suivre après ce journal l'intégralité de la présentation des vœux de la presse et des forces vives de la nation, vœux adressés donc au président de la République. Aujourd'hui, 25 décembre, le monde chrétien célèbre Noël, une fête qui marque la naissance de Jésus. L'événement a été marqué hier soir par une veillée à l'école de la cathédrale, une veillée au cours de laquelle l'archevêque de Bamako a invité les fidèles chrétiens à être artisans de la paix. C'était en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte et suivi pour nous par Isaac Tienou. Les chrétiens du Mali accueillent avec reconnaissance la naissance de Jésus. Voici pourquoi les fidèles chrétiens catholiques en communion de cœur et d'esprit fêtent Noël. Un Messie enfant de Dieu en naissant non pas par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu selon la Bible. La fête de la Nativité est marquée par des louanges, des prières et actions de grâce. Au cours de la veille pascale, l'archevêque de Bamako, dans son homélie, a rappelé les contextes de la naissance de Jésus. Monseigneur Zerbo n'a pas occulté la situation du Mali qui ressort d'une grave crise et qui a besoin de paix, de pardon et de réconciliation. L'archevêque a ensuite invité les chrétiens à être artisans de paix à l'image de Jésus-Christ. Oui, les forces du bien triompheront à la fin de toutes les forces du mal. Telle est notre foi. Croyez-vous en cela? Merci Seigneur. Renforce notre foi justement en ta puissance sur toutes les forces du mal. Même si aujourd'hui, ce que nous voyons nous fait douter. Parce que nous pensons à quelque chose d'uniforme. Les forces du mal vaincues ici se déplacent ailleurs. C'est à nous de les poursuivre avec les forces du bien. Les forces que Dieu a déposées en nous. La force de l'amour. C'est ce petit enfant, prince de la paix, qui passe partout à faire le bien. C'est ce prince de la paix qui nous appelle et veut faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Ce que nous voulons en ces moments, ce dont nous avons faim et soif, c'est bien sûr cette réconciliation. Le ministre délégué chargé du culte et des affaires religieuses, qui a assisté à cette messe, a invité les chrétiens à la prière pour la nation, mais aussi à vivre leur foi. C'est que pour nous, cette sacralité de l'esprit laïque de la Constitution du Mali, et qui confère la libre expression et la libre profession dans le sens spirituel de sa religion. Et donc vous dire chrétiens du Mali, chrétiens catholiques, chrétiens protestants,
de vivre votre foi parce que vous êtes malien, de vivre votre foi parce que le Mali est pluriel. C'est cela le Mali, et c'est cela le message du président de la République. Et donc, travailler au triomphe de la foi, d'une foi de tolérance, d'une foi d'amour. Comme dirait Saint Jean, vous n'aurez d'amour envers le Seigneur que vous ne voyez pas, si vous n'en avez pas envers votre prochain que vous voyez. Les fidèles chrétiens catholiques ont aussi partagé ensemble la communion ainsi du corps de Jésus. Tout cela dans la joie et la paix du Christ, comme pour dire Alléluia, Dieu est avec nous. La fête de Noël ou fête de la Nativité a été célébrée un peu partout à Bamako, à l'église évangélique protestante de Kalabankoro. La célébration de la nuit a été marquée par la lecture de l'évangile, des prières en faveur du Mali et de la communauté protestante. Fademba Keita. Lecture du récit de Noël en bambara et en français, prière d'intercession pour le Mali, des sketchs expliquant Noël, voilà entre autres les temps forts qui ont marqué cette célébration. Une célébration qui commémore la naissance de Jésus-Christ ou le début de l'ère chrétienne. Ce rassemblement des fidèles chrétiens de l'église évangélique est l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour le Mali et surtout pour les autorités. Nous te rendons grâce, nous te confions les hommes et les femmes qui ont eu mandat de diriger le destin de notre nation. Seigneur, fais d'eux des dirigeants intègres, dévoués, véridiques et justes. Nous prions pour les pauvres et pour ceux qui sont en prison. Dieu Tout-Puissant, fais de chaque Malien un ouvrier de paix. Fais du Mali un peuple qui pardonne, un peuple réconcilié. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Ces vœux sont soutenus par des prières et implorations du Seigneur par les deux groupes de chorale de l'Église. Noël nous rappelle la venue de l'enfant de la paix, Dieu qui s'incarne pour être semblable à nous, afin de nous faire comprendre la manière d'adorer Dieu, et ensuite il acceptera le sacrifice ultime de la croix pour que nous ayons la paix de Dieu. Pour le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte, c'est à travers cette célébration que la laïcité du pays trouve toute sa signification. C'est le devoir de nous, pauvres créatures que nous sommes, de dire Dieu merci de nous avoir donné cet enfant, de Jésus de Nazareth. Et donc c'est en ce cadre que je suis là, que je serai là, et que le Mali pluriel, laïque, musulmans, chrétiens et autres donc célèbrent et s'assument. Je suis très content pour le Noël. C'est pour nous de prier pour nos parents, nos amis, nos proches et d'autres religions. Joyeux Noël à toutes et à tous. Que Dieu le Tout-Puissant qui nous a donné ses sauveurs exauce nos prières. Alléluia, amen. Les chrétiens de Tombouctou ont fêté Noël dans la tranquillité et la joie. L'événement a été placé sous le signe de la réconciliation et de la paix retrouvée. Les fidèles de l'église évangélique baptiste ont prié et fait des bénédictions pour l'ensemble de la nation dans un Mali un et indivisible. Adama Jimdi. Pour ce premier Noël après la libération, les protestants de l'église évangélique baptiste de Tombouctou n'ont pas du tout boudé leur plaisir. Ils sont sortis massivement, enfants comme adultes, hommes et femmes, pour prier dans la communion. Ici, la fête de la Nativité a été marquée par des séances de lecture de la Bible. L'événement a été placé sous le signe de la paix retrouvée. Ça fait 2 fêtes que nous n'avons pas pu fêter ici à Tombouctou, parce que nos villes étaient occupées et c'est une grande joie pour nous de pouvoir fêter Noël en 2013 avec nos frères, avec nos concitoyens. Dieu soit loué et qu'il continue à donner à notre société administrative et politique la sagesse et la force de pouvoir œuvrer pour cette paix dont nous avons besoin. Je souhaite joyeux Noël à tous les Maliens et que la paix revienne au Mali, un et indivisible, sans distinction de race et de religion. L'union dans la diversité, les chorales des différents groupes ethniques, Sonrai, Bambara et Tamashek ont été présentés aux fidèles. La célébration de Noël 2013 a prouvé que Tombouctou est et demeure une ville de tolérance religieuse où chacun pratique sa religion comme il l'entend.
Et tout à l'heure, nous vous proposerons un dossier sur le début du christianisme au pays Bobo. Ce sera donc en fin de journal avec Lamine Tiekoura Koulibaly. Le Conseil national du crédit du Mali a tenu sa deuxième session 2013 lundi dernier au siège de la BCAO à Bamako. C'était sous la présidence du ministre en charge de la promotion des investissements et de l'initiative privée. Le Conseil a examiné la situation économique, financière et monétaire du pays et les perspectives de 2014. Le commentaire de Sidiki Dambeli. Le Conseil national du crédit du Mali a examiné la situation économique, financière et monétaire du Mali en 2013 et les perspectives d'évolution en 2014. Les membres du Conseil ont ainsi noté la reprise de l'activité en 2013 après la contraction observée en 2012. Le taux de croissance s'établirait à 5,1% en 2013 et 6,6% en 2014 après moins 0,4% en 2012. Le comité s'est également réjoui du niveau de l'inflation qui se situerait à moins 0,2%, largement inférieur à la norme communautaire de 3%. Sur le plan de la monnaie et du crédit, les membres du Conseil ont noté avec satisfaction la bonne tenue des agrégats monétaires caractérisés par une augmentation des crédits à l'économie. Ils se sont toutefois préoccupés de l'impact de la crise sécuritaire et institutionnelle que le pays a connue en 2012 sur le portefeuille des banques. Les membres du Conseil ont également constaté la faiblesse des financements accordés au secteur secondaire du fait de l'insuffisance des ressources longues des banques, ce qui ne permet pas de soutenir le processus d'industrialisation du pays. À cet égard, ils ont recommandé d'approfondir les réflexions en vue de proposer des instruments appropriés, notamment à travers la création d'institutions de financement spécialisées. Par ailleurs, les membres du Conseil ont relevé une faible contribution du secteur informel et des PME-PMI à la croissance économique. Aussi ont-ils préconisé l'accélération des efforts de modernisation du secteur informel et l'amélioration de l'environnement des affaires pour soutenir la promotion des PME-PMI. Abordant le coût du crédit, les membres du Conseil ont recommandé une plus grande transparence en direction de la clientèle en matière de fixation des conditions des banques. Les membres du Conseil ont pris connaissance de l'évolution du secteur de la microfinance et ont recommandé la poursuite de l'application des mesures visant à l'assainir. Enfin, le Conseil, après examen du dispositif de centralisation des incidents de paiement, a exhorté le système bancaire à appliquer les dispositions réglementaires relatives à l'émission de chèques sans provision en vue de promouvoir l'utilisation des moyens de paiement structuraux. Et nous poursuivons cette édition avec la signature hier ici à Bamako d'un protocole de collaboration entre l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie et la Direction nationale des eaux et forêts. Ce partenariat concerne la prospection, l'aménagement et l'équipement des zones touristiques, entre autres. Ramata Konate. L'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie OMATO et la Direction nationale des eaux et forêts sont désormais unis pour la réalisation d'activités touristiques dans les domaines forestiers et fauniques. Cette collaboration concerne plusieurs volets, dont la prospection, l'aménagement et l'équipement des zones touristiques. Ensuite, le protocole définit le cadre et les objectifs de ce partenariat. Ce protocole la pratique de tourisme, écotourisme, tourisme synergétique dans nos parcs et aires protégées. Je pense que cette signature permettra de donner un coup de fouet à cette action d'écotourisme. Je trouve que nous avons beaucoup de ressources naturelles dans le sud et l'ouest du pays. Cette collaboration entre l'OMATO et la Direction nationale des eaux et forêts est une durée de 5 ans renouvelable. Elle est axée d'une part sur les actions de promotion du secteur touristique et d'autre part sur la conservation de l'environnement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a participé en fin octobre à Marseille à la table ronde l'axe sur l'axe Europe, Méditerranée, Afrique subsaharienne de la recherche. Dans la communication qu'il a présentée, Moustapha Diko a mis l'accent sur l'importance de la science de la compréhension et la résolution de certaines crises, dont celles vécues par notre pays. Nous l'écoutons. En voyant l'aéropage de chercheurs, de scientifiques de France, du Mali, d'autres pays africains,
Nous avons pensé simplement que c'est peut-être ça qui devrait être le prolongement naturel de l'opération politico-militaire qui a mis fin au terrorisme et à l'invasion, c'est-à-dire la présence de la science pour goûter l'ignorance et l'intégrisme et le terrorisme de notre espace. Et de voir des chercheurs de différents horizons avec l'appui très net de la France réunis à Bamako, nous avons pensé que ce serait bien effectivement qu'on mette toutes les possibilités au service de la science pour que ce qui est arrivé ne recommence plus jamais. Donc, ils veulent mettre en place un serval scientifique pour prolonger le serval politique et militaire qui est en place. Dans la même lancée, cette fois-ci ici à Bamako, le département de biologie de la faculté des sciences et techniques a organisé lundi dernier sa première journée scientifique, une journée mise à profit par les enseignants-chercheurs pour présenter les résultats de leurs recherches sur les biopesticides et la biodiversité. Reportage de Nourom Sissoko. Cette première journée scientifique du département de biologie de la faculté des sciences et techniques est l'aboutissement des travaux de recherche menés par une équipe pluridisciplinaire, des travaux liés aux questions environnementales de notre pays. Les thématiques retenues parlent de biopesticides et de biodiversité. Côté biopesticides, on voit déjà, ça se décline aux pesticides à vertu biologique, c'est-à-dire des pesticides assimilables par la nature. Et côté biodiversité, c'est un côté environnemental beaucoup plus grand encore. Ça consiste à préserver la diversité du monde biologique et végétal en particulier. Les chercheurs ont fait des exposés et des communications sur les résultats de leurs travaux. Ces présentations ont été suivies d'examens approfondis. Tous les changements climatiques, toute l'utilisation de pesticides pour la production agroéconomique font en sorte que le scientifique doit poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc à ce niveau, il y a des thèmes de recherche qui sont en train d'être menés ici, notamment au niveau des eaux souterraines, au niveau du changement climatique. Cette journée scientifique s'inscrit dans le cadre de la réforme du système LMD au sein de la faculté. La finalité recherchée est l'amélioration de la qualité de l'enseignement en mettant l'accent sur la recherche et les thèmes qui répondent aux besoins du Mali. Passation de service à l'état-major de la gendarmerie de Ségou. Le nouveau légionnaire s'appelle Konimba Diabaté. Il remplace à ce poste Tchekouradi Jean-Marie Samaké. La cérémonie de passation a eu lieu ce lundi au siège de l'état-major. Après avoir passé 43 ans de mission au service de nos forces armées de sécurité, le légionnaire sortant a exhorté les jeunes au respect de la hiérarchie et à plus de responsabilités. Voilà, passation de service à l'état-major de la gendarmerie de Ségou. Tchekouradi Jean-Marie Samaké qui cède la place à Konimba Diabaté. Les forces armées maliennes FAMA apportent soutien et assistance aux populations civiles de Ber et de Zorgo dans la région de Tombouctou. Elles viennent d'y effectuer des consultations et distributions gratuites de médicaments. Une opération pour renforcer la confiance entre l'armée et les communautés. Reportage de Adama Djimdi. Malgré les conditions difficiles de terrain, l'armée a tenu à rejoindre sur leur site les populations civiles de Ber et de Zorgo dans la région de Tombouctou. Objectif, apporter une assistance médicale aux différentes communautés à travers des consultations et remises gratuites de médicaments. Pour le personnel de santé, cette opération va au-delà du strict aspect médical. Ce n'est pas seulement les médicaments aujourd'hui que la population voit. C'est l'armée qui vient vers la population, créer la confiance, parler avec elle. Et c'est ce qui est plus important que les médicaments. Je vous remercie beaucoup. Je remercie l'équipe tout entière du fait qu'ils sont venus pour donner aux gens des médicaments et surtout gratuits. L'opération a permis de diagnostiquer les différentes affections dont souffrent les populations. On a rencontré beaucoup de cas de palud,
de pneumopathie, de bronchite, puis d'asthme, surtout des cas d'hypertendu. Et puis quelques cas de diabète. À Zorgo, les patients sont couchés à même le sol, faute de moyens. Cette mission a permis un temps soit peu de soulager ces derniers. L'opération était dirigée par le lieutenant-colonel Seydou Sogoba, chef d'état-major de la 5e région militaire. Fin hier des travaux de la 46e session consulaire de l'APECAM. Les membres des chambres consulaires régionales ont entre autres, adopté des stratégies pour la mise en œuvre de la feuille de route 2014. Nando Dambili. Cette session a permis aux participants de passer en revue les activités menées en 2013, l'état d'exécution des recommandations, ce qui a conduit à la formulation de nouvelles recommandations. La première recommandation, cette année, les céréales qu'on a trouvées, il faut que le gouvernement nous aide à sécuriser pour que ça ne sorte pas. Deuxième recommandation, encourager le gouvernement à l'augmentation au lieu de 13% à 15%, pour le budget de l'agriculture et les encourager à la subvention des intrants. Troisième recommandation, il y a une loi Rwanda qui a été votée par les 17 pays. Donc il faut que les paysans, les coopératives soient formés à cette loi. Quatrième recommandation, c'est l'amélioration du décaissement de l'argent des projets. Tout en rappelant les forces et faiblesses dans la conduite des activités antérieures, le président de l'APECAM en appelle à la cohésion pour une bonne mise en œuvre du plan d'activité 2014. Il a en outre informé les membres des chambres consulaires de l'heure comme députés. Cette 46e
Madame, Monsieur, voilà toutes nos excuses pour cette interruption due à une coupure d'électricité qui a endommagé certaines de nos installations. Tout est enfin rentré dans l'ordre. Merci de votre patience et de votre compréhension. Avant la panne d'électricité, nous étions à la 46e session consulaire de l'APECAM. Nous y retournons donc avec Nando Dambeli. Cette session a permis aux participants de passer en revue les activités menées en 2013, l'état d'exécution des recommandations, ce qui a conduit à la formulation de nouvelles recommandations. La première recommandation, cette année, les céréales qu'on a trouvées, il faut que le gouvernement nous aide à sécuriser pour que ça ne sorte pas. Deuxième recommandation, encourager le gouvernement à l'augmentation au lieu de 13% à 15% pour mobiliser de l'agriculture et les encourager à la subvention des intrants. Troisième recommandation, il y a une loi Rwanda votée par les 17 pays. Donc il faut que les paysans, les coopératives soient formés à cette loi. Quatrième recommandation, c'est l'amélioration du décaissement de l'argent des projets. Tout en rappelant les forces et faiblesses dans la conduite des activités antérieures, le président de l'APECAM en appelle à la cohésion pour une bonne mise en œuvre du plan d'activité 2014. Il a en outre informé les membres des chambres consulaires de l'élection de 7 de leurs comme députés. Cette 46e session, la 6e de la mandature 2010-2015, s'est achevée par la remise de véhicules et de matériel bureautique aux chambres régionales d'agriculture de Tombouctou et de Gao. 60e session du conseil d'administration de Kafo-Djiguiné. C'était à Koutiala. Il a été question, entre autres, des perspectives 2014. À noter que Kafo-Djiguiné a un nouveau directeur général en la personne de David Dao. Le reportage de notre envoyé spécial à Koutiala, Moussa Fani. Cette 60e session du conseil d'administration de Kafo-Djiguiné se tient dans un contexte socio-économique difficile, engendré par les crises de 2012. Malgré cette situation, la structure a, selon ses responsables, enregistré les résultats encourageants. 2012 nous avait beaucoup affectés, mais nous avons pu sortir la tête de l'eau en 2013. Et aussi, il faut reconnaître que Kafo-Djiguiné bénéficie d'un bon capital de confiance et nous comptons octroyer aux Maliens en 2014 plus de 28 milliards de crédits et mobiliser auprès des mêmes populations environ 29 milliards. Les réseaux de caisses d'épargne et de crédit comptent actuellement 168 guichets et plus de 300 000 sociétaires. L'institution capitalise en nos jours plus de 35 milliards de francs CFA, soit plus de 6 milliards de fonds propres. Autre temps fort de cette 60e session de Kafo-Djiguiné, le départ du directeur général Alou Sidibé appelé à d'autres fonctions. C'est David Dao qui a été choisi par le conseil d'administration de Kafo-Djiguiné pour diriger la structure. Kafo-Djiguiné est une institution financière et pour cela, Kafo-Djiguiné a besoin d'être sécurisé. Il faut que les travailleurs travaillent également en toute honnêteté, travaillent avec rigueur, qui travaillent en se disant que les gens nous font confiance et il faut que nous méritons cette confiance-là. Les responsables de Kafo-Djiguiné entendent mieux orienter les actions à venir afin de satisfaire les besoins de leurs clients. Des milliers de produits périmés viennent d'être retirés du marché et brûlés à Kati par la direction du commerce et de la concurrence. Une opération dans le souci de protéger la population de ces produits qui sont très dangereux. Abdul Karim Kaba. La Direction nationale du commerce et de la concurrence œuvre tous les jours pour le bien-être de la population. C'est là à travers le contrôle. C'est suite aux opérations menées sur le terrain qu'elle retire les produits dont la date d'utilisation est arrivée à terme. Tous ces produits, denrées alimentaires, cigarettes, des produits cosmétiques impropres à la consommation sont saisis et brûlés. Tous les produits portent une date de fabrication et une date de consommation. Lorsque la date de consommation est dépassée, un produit alimentaire devient comme un poison. Lorsqu'on le consomme, ça peut rendre malade comme ça peut tuer le consommateur. Lorsque un État ouvre ses frontières, il est obligé de veiller sur la qualité des produits.
Et c'est cette action que nous faisons tous les jours. Ce travail de la Direction nationale du commerce et de la concurrence est rendu possible grâce à la vigilance des consommateurs. C'est pourquoi elle invite les populations à dénoncer les commerçants qui se livrent à la vente des produits périmés, sans oublier les cas des produits qui ne portent aucune identification, comme par exemple ces bonbons de gaz. Sur un tout autre sujet, l'ONG Sahel ECO, qui intervient dans la région de Mopti, envisage d'étendre ses activités à la région de Kayes en matière d'agroforesterie. Pour ce faire, elle a rencontré la semaine dernière les acteurs concernés pour discuter de l'agroforestière. Précisons depuis Kayes, Alubari. L'objectif de cette rencontre d'apprentissage sur la gouvernance agroforestière dans la région de Kayes est d'identifier les capacités nécessaires pour promouvoir l'agroforesterie en général afin de prendre des décisions permettant de renforcer ces capacités. Cette année, nous sommes dans la région de Kayes pour faire l'état des lieux de l'agroforesterie et voir dans quelle mesure on peut promouvoir les pratiques écologiques de l'agriculture écologique dans la région de Kayes. Ces 2 jours d'échange vont contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance des pauvres et créer une économie inclusive par une gestion participative et responsable des écosystèmes au Mali, mais aussi favoriser l'adoption ou l'intensification à large échelle de la technique de la régénération naturelle assistée dans les champs et jachères dans les zones d'intervention des partenaires de l'Alliance des écosystèmes dans les régions de Mopti, Koulikoro et Kayes. Tout en remerciant l'ONG Sahel ECO pour cette initiative, au nom des collectivités territoriales de la région de Kayes, je vous donne l'assurance que notre soutien ne vous fera pas défaut. Cette rencontre est initiée par Sahel ECO en collaboration avec la charte de collaboration de Kayes pour identifier les stratégies de mise en œuvre de ce projet dans la région de Kayes. Retournant dans le monde du tourisme et de l'hôtellerie avec l'inauguration samedi dernier à Nioro du Sahel d'une nouvelle infrastructure hôtelière dénommée Guétema City. L'infrastructure de 300 millions de francs CFA est l'œuvre d'un expatrié malien résidant au Congo. Le reportage de Moussa Diakité depuis Nioro du Sahel. Les joyaux se composent entre autres d'une 50aine de chambres, 2 salles de conférence, 4 espaces de récréation, d'une buvette et d'une cuisine. Cette infrastructure, qui aura coûté plus de 300 millions de francs CFA, est l'œuvre de Hadi Diawara, un expatrié malien. Située en plein cœur du quartier Koulouba, cette infrastructure permet d'offrir aux étrangers des meilleures conditions d'accueil et d'hébergement dans la ville de Nioro du Sahel. Avec la réalisation de ce joyau architectural, Hadi Diawara répond à 2 préoccupations du gouvernement de la République du Mali, qui sont lutter contre la pauvreté par l'emploi des jeunes et contribuer au développement du cercle de Nioro du Sahel. Ces initiatives ont été saluées par les autorités politico-administratives de cette localité, située à 450 km de Bamako, dans la région de Kayes. Nioro étant une ville qui s'agrandit de jour en jour et accueillant de plus en plus de monde, cette infrastructure hôtelière renforcera sans nul doute ses capacités d'accueil. Après la coupure du ruban symbolique, les invités ont eu droit à une visite guidée des locaux, suivie des manifestations folkloriques. En deuxième région, l'ONG américaine Mali Kalanso œuvre pour une école de qualité et l'épanouissement des enfants de Niéné-Balé, c'est dans la commune rurale du Méguétan. Elle investit 100 millions de francs CFA dans des infrastructures scolaires. La directrice de l'ONG était venue des États-Unis pour voir les réalisations. Visite suivie par Brahima Kodé. L'ONG américaine Mali Kalanso a amorcé il y a 2 ans un processus de développement communautaire axé sur l'éducation dans la commune rurale du Méguétan, précisément Niéné-Balé. Cela a fait aujourd'hui la construction d'une école de 6 classes, une direction, un centre de développement pour la petite enfance, CDP, bien équipé. La mise en place d'autres équipements de qualité exceptionnelle favorisant l'épanouissement des enfants. Le coût global de ces réalisations s'élève à 100 millions de francs CFA. Il y avait très peu de familles qui pouvaient envoyer les enfants sur vélo. Donc, on voulait les assister, trouver une solution. Et enfin, on est arrivé à construire un jardin d'enfants et aussi une école primaire. L'ONG américaine Mali Kalanso se veut une vraie battante contre l'obscurantisme pour la protection des droits des enfants dans nos communautés.
Elle estime que cette lutte passera nécessairement par la formation des acteurs de l'école, d'où la cérémonie d'ouverture d'une série d'activités de formation pour une école performante à Niélé-Balé. C'est quelque chose de très important de donner des opportunités aux autres. Et j'ai beaucoup de collègues, des amis aux États-Unis qui vraiment sont très, très contents d'avoir ce chemin d'assister aux autres gens. La directrice de Mali Kalanso, non moins cofondatrice de cette ONG, a procédé à la réception provisoire du CDPE, la visite de toutes les infrastructures scolaires et la parcelle octroyée à l'école. Pour mémoire, Katie Chris est une ancienne volontaire du corps de la paix qui avait longtemps séjourné à Niélé-Balé. Le développement de ce village, selon elle, ne peut être qu'un acte de reconnaissance de l'hospitalité des villageois. À propos de la situation de Kidal, le collectif pour la défense de la République envisage d'organiser une marche pacifique vendredi prochain en vue de soutenir le gouvernement de la République dans la gestion de la crise. Pour mieux informer l'opinion sur les objectifs de cette manifestation, le collectif a rencontré la presse hier. Les membres du regroupement ont profité pour dénoncer face à cette situation. Lamine Keita. Face à la situation qui prévaut à Kidal, le collectif pour la défense de la République entend soutenir le gouvernement. Pour ce faire, le regroupement projette d'organiser une marche. En prélude à l'événement, le collectif tient cette conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale. Nous montons d'un cran à travers une marche que nous organisons le 27 décembre, vendredi prochain. C'est un soutien légitime, populaire, aux autorités sur la ligne qu'ils ont actuellement à Kidal et que les résolutions des Nations Unies et l'accord Ouagadougou soit assuré par l'amunissement. Le conférencier principal précise que ce combat est appelé pour la défense de la République, indiqué que leur lutte s'inscrit dans un cadre patriotique. Les et du Sénégal étaient réunis à Paris toute une journée. Elles ont animé une conférence débat sur l'histoire et la culture soninké. Le compte-rendu de cette journée culturelle avec Makanfi Konaté. L'association Kantan Sigui entend sauvegarder et préserver les patrimoines historiques et culturels du peuple soninké. Communauté migrante par excellence, les soninké constituent plus de 3/4 des migrants maliens en France. Originaire du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, la communauté s'est toujours illustrée par sa solidarité légendaire. Cette journée culturelle première du genre s'inscrit dans une dynamique de partage et de promotion des valeurs séculaires du peuple soninké. L'association Kantan Sigui, dans le cadre de mise en œuvre de ses objectifs, a toujours œuvré pour la sauvegarde et la préservation du patrimoine du peuple soninké, dont l'influence toujours a rayonné sur toute l'Afrique de l'Ouest. 3 éminents historiens et chercheurs ont exhumé les spécificités du peuple soninké depuis ses origines jusqu'à l'histoire contemporaine. De l'Empire du Ghana à la période postcoloniale, les différentes mutations et les raisons de la dispersion de la communauté soninké ont été expliquées. Des anecdotes ou mythes, tout y est passé, de quoi surprendre et ravir le parrain de l'événement, non moins historien. Nous avons appris beaucoup de choses sur l'histoire, l'origine des soninké, sur leur histoire, leur mode d'existence, leur vécu du passé. Je pense que là, c'est une chose remarquable et que je salue et que je pense est une bonne chose. Après une journée marathon, les artistes ont transporté les participants vers le terroir soninké à travers les différentes aires culturelles, les pas de danse et les cérémonies rituelles de mariage en milieu soninké. Le 9 octobre 1922, les premiers missionnaires blancs arrivaient à Mandiakui au petit matin. Une arrivée qui marque le début de la christianisation du Boitou, c'est-à-dire du pays Bobo. Mandiakui est donc la mère de l'église du Boitou, comme nous l'explique Lamine Tikoura Koulibaly dans ce dossier. On ne connaît presque rien des origines de Mandiakui, sauf qu'elle aurait été fondée par les Dako. Le fondateur probable s'appellerait Socroix. D'où venait-il? Quand y serait-il arrivé? Nos sources seraient muettes sur ces deux questions. Mandiakui serait d'abord Mazangui.
et donc ce qui est une déformation de Manzilo, un lieu où on vient mesurer. Le lieu où on vient mesurer, mais en fait, il s'agit de céréales. Les gens qui viennent pour mesurer les céréales. Donc c'est un lieu d'échange. Aronyoso emise Yesu Christ attention nen luxon yutwa hawa des mois toi le portail ouvert de L'église du Boitou est née à Mandiakui en 1922. C'est à cette date que les premiers missionnaires y sont arrivés, 6 ans après le début de la révolte des Bobos ou Bobo Kele en Bamanankan contre le pouvoir colonial. Elle a été réprimée par l'armée coloniale. Le fusil a-t-il alors déblayé le terrain pour l'avènement de la croix? Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si on prend le cas de Kai, à Djingirai et Kita, ils sont venus pratiquement de façon concomitante. Mais dans le cas du Boitou, effectivement, la colonisation a été faite avant que les missionnaires ne s'installent. Les missionnaires ont profité de la mise en place du système de l'administration pour s'installer. Comme certains aiment à le dire, donc les missionnaires arrivaient dans les bagages des colonisateurs. Bon, ils disent ça. Disons, il y a une coïncidence effectivement d'événements. S'il y avait collusion, c'était vraiment une collusion de circonstances. C'était pas une collusion cohérente, préparée, voulue. L'église de Mandiakui, nous l'avons déjà souligné, débute un beau matin d'octobre 1922 par l'arrivée de 3 missionnaires français de religion catholique. Ernest Duvernois, Eugène Ratisseau et Félix Taudière. Quand ils arrivaient, les gens étaient étonnés de les voir arriver. Quand on les a vus comme ça, quand on trouve le premier abord, ils ont eu peur. Alors beaucoup cherchaient à se cacher en disant comme c'est dans la matinée, ils vont passer la matinée, peut-être ils vont partir le soir. Ils sont restés toute la matinée, le soir, et étonnamment, les gens là se couchaient encore à Mandiakui. Ils ont vécu avec un peu de réserve au départ, parce que c'était des étrangers à peau blanche et ils ne connaissaient que le milieu africain. Des gens qui arrivent comme ça, ils se sont demandé mais d'où viennent-ils, qui sont-ils et que veulent-ils? À leur arrivée en 1922 à Mandiakui, les missionnaires logent provisoirement dans le quartier appelé Balé, puis se font construire des paillotes en bordure du village. En 1931, ce sont les religieuses sœurs blanches qui arrivent à leur tour. Pour la célébration du culte, ils édifient d'abord une église en paillotes, ensuite une seconde en banco. Et quand celle-ci s'écroule en 1936, le culte est provisoirement célébré dans un bâtiment situé dans la cour des Sœurs Blanches où nous nous trouvons. Entre 1956 et 1958, les missionnaires Pères Blancs entreprennent la construction du 4e édifice, c'est-à-dire l'actuelle église de Mandiakui. La construction est confiée au révérend père Bernard Vesperen et au frère Léon Homme. D'abord, elle est immense, vous voyez, 50 mètres de long, 18 mètres de large, capacité 3000 places assises, vous voyez, dans une brousse comme ça, comme Mandiakui, avec une hauteur, un clocher qui va jusqu'à près de 30 à 32 mètres de haut. Donc dans un village comme ça, c'est impressionnant. Et quand on y entre, on voit quand même, il y a un style qui est assez spirituel. Quand on y entre, on pense à un lieu de prière. C'est ça qui fait que cette église-là, l'édifice-là m'impressionne.
Voilà l'intégralité de ce dossier sur le début du christianisme en pays bobo. C'est à suivre ce soir dans Cahiers d'hier, un magazine que vous propose Lamine Tchekoura Koulibaly. Sport football, championnat national Ligue 1, 5e journée. En ouverture de cette journée, l'AS Police et le CSK se sont quittés sur le score de 0 but partout. Auparavant, l'ASB s'était incliné 2-1 contre le CS d'Ougou-Olonfila. C'était au stade Mamadou Konaté. Le résumé des deux rencontres avec Diarra Konaté. L'ASB enregistre sa première défaite en Ligue 1 face au CS d'Ougou-Olonfila battu 2-1. L'équipe des 7 villages, plus agressive, domine les 20 premières minutes. Cette offensive se concrétise par un but de Sidiaya Traoré à la 21e minute. Les locataires de Grand Tribou réagissent. Ainsi, la défense adverse commet une irrégularité dans la surface de réparation. Adama Diarra frappe sur la barre transversale. 1-0, score à la pause. En seconde période, les Bamako multiplient les initiatives. C'est contre le cours du jeu que le CEP d'Oulonvla aggrave le score. 2-0. But inscrit par Bassouma Sangaï à la 64e minute. L'ASB finit par réduire le score à la 81e minute, une réalisation de Kramou Tangara. Le CEP d'Oulonvla l'emporte 2-1. Juste après, l'AS Police recevait le centre Salif Keita. Cette rencontre n'a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées avec un jeu physique. Les attaquants maladroits devant les buts n'ont pu inquiéter les gardiens de but. 0 but partout, c'est le score final. Le CSK a terminé la rencontre à 10-11, suite à l'expulsion de Ibrahim Keita à la 85e minute. Le programme de cette 5e journée de Ligue 1 se poursuit demain. 2 matchs ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté. Djoliba AC Debo Club de Mopti et L8 FC d'Aguilog à Israël de Bamako. Sport toujours, cette fois nous parlons du sport roi, la boxe. Les 27 et 28 décembre prochains se tiendront à Ségou les assises du Conseil national et des compétitions du championnat national de boxe. Pour désigner ceux qui iront à Ségou, la Ligue du district de Bamako a organisé un championnat régional. Amara Malé Diallo nous en parle. C'est la capitale de Balanzan qui va donc abriter ces assises doublées des compétitions du championnat national qui va voir s'affronter tous les pugilistes du pays. Ici à Bamako, la Ligue du district a désigné ses représentants à l'issue de 2 jours de compétition pleine. Ce soir, la Ligue de boxe du district de Bamako va évaluer ses clubs afin de désigner les champions régionaux qui vont représenter le district au championnat national. D'ailleurs, cela cadre parfaitement avec les 3 volets du sport, à savoir la santé, l'esprit d'équipe et d'intégration, la culture de l'excellence. Sur le ring du SNJ, près d'une quinzaine de combats ont ravi le public. Avec une première journée, on retiendra certainement le retentissant KO infligé à Koniko Kamaté du stade par le boxeur du club Pierre Diakité, Yassine Traoré. Également la superbe démonstration de force et de technique du très promoteur Moussa Soubodou de l'espace contre Samy Kamara du Real. La deuxième journée aura là également vu des configurations avec les victoires au point de Mamadou Keita Souboulé et autres Mamadou Doukouré. Ce sont donc des boxeurs bien préparés qui iront se frotter aux autres à Ségou. Le fait marquant de ces combats aura certainement été l'absence de casque pour les amateurs. L'explication tient au fait que c'est une décision de l'instance mondiale de la boxe qui supprime désormais les casques, même chez les amateurs. Avant, on boxait sans casque. Mais il y a le bureau de l'AIBA qui a un bureau qui a introduit le port des casques. Il y a un autre bureau qui vient et trouve que c'est gênant, que ça ne peut pas, ça n'empêche le coup de blesser les gens. Et maintenant, ils ont enlevé le casque. Donc en ce moment, le port de casque, ça ne gâte rien dans la boxe. Bon, c'est un peu dangereux, mais c'est la décision de l'instance supérieure de la boxe dont nous remettons à ça. Le rendez-vous est donc pris pour Ségou vendredi et samedi prochain pour des explications, nous l'espérons, encore plus enlevées. Voilà, le rendez-vous est donc pris. C'est tout pour ce journal qui se referme donc. Encore une fois, nos excuses pour la longue électricité. Merci de votre indulgence et de votre fidélité. Demain à 10h et 13h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Je me ferai le plaisir dans les éditions du soir. Encore une fois, joyeux Noël à toute la communauté chrétienne. Bonsoir.
Hey, il est ami? L'état garé là, Kawarichi, Intermotion. Garlawa. Akare Kuna, Western Union Pays. Akasuri.